Bonjour Manuel Cervera Marzal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, vous connaissez bien la gauche espagnole, Podemos plus exactement d'ailleurs. Vous avez étudié le mouvement des places, celui de la désobéissance civile dont vous avez fait un ouvrage. Beaucoup de ces sujets ont quelque chose à voir avec ce qui se passe en ce moment en Catalogne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a invité. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Moi, je parle d'une position qui est celle d'un chercheur en philosophie politique et en sociologie qui travaille sur les mouvements sociaux, les mouvements de contestation et qui a une forme de sympathie ou de bienveillance pour son objet d'étude. D'accord. Qu'est-ce qui se joue en réalité en ce moment en Espagne? C'est une lutte de sécession? C'est une lutte d'indépendance? Oui, effectivement. Alors c'est une lutte de sécession, mais en même temps, tout le monde en Espagne n'est pas pour la sécession. La revendication qui unit 80% des Catalans, c'est l'autodétermination, le droit à décider. Après, on peut décider de rester en Espagne, de sortir de l'Espagne ou bien de réviser la relation entre la Catalogne et l'Espagne. Mais oui, c'est effectivement un mouvement là qui est un mouvement qui dépasse les simples partis politiques parce que c'est un mouvement de la société civile catalane tout entière qui a été impulsé par des associations de défense de la langue et de la culture catalane et qui aujourd'hui est le 3 octobre hier, grève générale, aujourd'hui qui est impulsé par des syndicats. Donc il n'y a pas que les partis politiques et Carles Puigdemont. Alors justement, sur les partis politiques, on a l'impression qu'il n'y a aucun consensus au sein de chacune des formations politiques aujourd'hui, y compris d'ailleurs au sein de Podemos. On a l'impression qu'il n'y a pas de consensus. Qui sont les indépendantistes? Est-ce que c'est un groupe homogène politiquement? Est-ce que ce sont différents courants politiques? Absolument pas homogène, et c'est ça qui est tout à fait époustouflant. Il faut imaginer que dans ce qu'ils appellent les Catalans le process, le processus d'indépendantisme, ça réunit un arc politique extrêmement large qui va, alors je simplifie un peu, mais si on prenait en France, qui va de l'UMP à Alternative Libertaire et la CNT quasiment. Donc vous avez une droite libérale, des sociodémocrates, des anticapitalistes libertaires, et c'est d'ailleurs pendant longtemps Mariano Rajoy ne s'est pas inquiété du processus indépendantiste catalan parce qu'il s'est dit mais c'est un micmac tellement composite et tellement hétéroclite que ça va forcément éclater de lui-même, j'ai pas à craindre ce mouvement-là. Et qu'ils aient réussi à aller ensemble depuis 1 an et demi, à mener leur feuille de route et à organiser ce référendum, c'est une prouesse vu qu'ils partaient de positions vraiment très différentes les uns des autres. Et vous qui connaissez bien la gauche espagnole, aujourd'hui la gauche espagnole, comment elle se positionne cette gauche-là? On vient de le dire, il n'y a pas vraiment de position unanime, mais quel est le rôle de la gauche dans cette La gauche espagnole, pas la gauche du Parti socialiste, mais la gauche de Podemos, de Ada Colau, des Indignés. Il faut comprendre qu'elle est prise en tenaille entre d'un côté la droite espagnoliste de Mariano Rajoy et de l'autre côté la droite catalaniste, parce qu'aujourd'hui, quelle est la force qui a pris le leadership du processus d'indépendance? C'est un parti de droite libéral de Carles Puigdemont qui est pour une Catalogne indépendante, mais qui dans le cadre de cette potentielle future Catalogne indépendante mettrait en place des politiques d'austérité, appliquerait le dogme de la Troïka, et c'est pas du tout ce que veut la gauche espagnole qui dénonce aussi la corruption qui touche ce parti de droite catalaniste. Donc si vous voulez, la gauche, Podemos notamment, pour eux, la première question, c'est la question sociale, plus que la question catalane. Ils sont là-dessus d'ailleurs au diapason avec les Catalans eux-mêmes, qui dans les sondages disent tous que leur première préoccupation, c'est le chômage, la deuxième, c'est les inégalités, et l'indépendance de la Catalogne, ça vient après. Donc ce à quoi la gauche radicale essaye de répondre, c'est d'abord à la question sociale et pas à la question catalane, même si aujourd'hui, évidemment, en raison de la violence du conflit, c'est ça qui attire l'attention. On a accusé un peu les indépendantistes de vouloir préserver justement le giron économique de la Catalogne, qui est une des plus grandes, ou en tout cas des régions les plus riches d'Europe. Il y a un problème de répartition des richesses, il y a une volonté de garder les richesses au sein de la Catalogne? Mais il y a des motivations très contradictoires chez les indépendantistes, effectivement. Il y en a un certain nombre qui disent, et on entend ce discours particulièrement à droite, que la Catalogne est une région riche et qu'elle n'a pas à payer pour les autres, pour les Andalous, etc. Mais il y a aussi dans le mouvement catalaniste des tendances tout à fait internationalistes, tout à fait ouvertes. Il faut savoir qu'à Barcelone, il y a à peine quelques mois, il y a 200 000 personnes qui se sont réunies, qui ont manifesté pour qu'on accueille les réfugiés. Barcelone est d'ailleurs une ville qui, à travers l'action de sa mairie, ouvre différentes structures d'accueil aux réfugiés, qui s'est mis en réseau avec les autres villes refuges d'Espagne. Donc il y a aussi des forces tout à fait ouvertes au sein des indépendantistes. J'allais le dire, il y a aussi des indépendantistes qui revendiquent d'ailleurs l'adhésion, si l'indépendance était actée, à l'Union européenne. Oui, alors là, c'est effectivement la grande majorité même des indépendantistes. Il ne s'agit pas de l'indépendance, c'est pas l'autarcie. Il s'agit effectivement de se séparer de l'Espagne pour eux, mais il ne s'agit pas de s'en couper. Il s'agit de s'en séparer pour ensuite pouvoir
rétablir des relations plus justes, plus équitables avec les autres régions espagnoles et puis avec les autres pays européens. Il faut savoir qu'aujourd'hui déjà la Catalogne a tout un réseau international de quasi-ambassades, des ambassades culturelles et des relations très nourries. C'est l'une des régions européennes qui est à la pointe justement de ce qu'on appelle l'Europe des régions, des réseaux comme ça avec le Rhône-Alpes, avec des régions italiennes. Que risque aujourd'hui Mariano Rajoy justement? Est-ce que son mandat est en jeu aujourd'hui? Ce qui risque d'abord, c'est une grave chute de popularité. Mariano Rajoy, on l'appelle l'insubmersible parce qu'il a résisté à des affaires de corruption qui le touchent de partout, parce qu'il applique une politique austéritaire qui est très désappréciée. Et pourtant, ça fait des années et des années qu'il reste au pouvoir. Mais c'est vrai que la crise qu'il y a actuellement en Espagne pourrait lui être fatale. Elle a déjà nui à son image, y compris chez des sympathisants, voire des électeurs du Parti populaire. Mais peut-être risque encore plus grand, ce serait effectivement la destitution. Il peut y avoir une motion de censure au Parlement espagnol, simplement pour que cette motion de censure qui est demandée par Podemos, qui est demandée par aussi les indépendantistes catalans depuis un certain temps, pour qu'elle passe, pour qu'elle obtienne en fait la majorité des voix, il faut qu'elle soit validée par le Parti socialiste espagnol qui pour l'instant a fait le choix de se ranger du côté de Mariano Rajoy. Le fait que le roi d'Espagne, qui prend assez peu la parole, vient d'intervenir justement pour dénoncer les indépendantistes et puis surtout pour accuser la Catalogne. Est-ce que c'est une mise en retrait du pouvoir politique de Rajoy ou comment ça s'interprète l'intervention du roi d'Espagne? Le roi d'Espagne, d'abord, il a un devoir de neutralité. Il n'a aucun rôle politique. C'est une figure purement symbolique. Et alors là, il a réagi hier en n'évoquant même pas les violences policières et en fait en prenant entièrement parti pour le Parti populaire. Il s'appelle Felipe, maintenant on l'appelle Felipe Pepe puisqu'il soutient le Parti populaire. Mais sa réaction de rappel à l'ordre public, elle est compréhensible. Il faut se rappeler que la question qui a été posée aux Catalans il y a 3 jours, c'était est-ce que vous voulez qu'on instaure un État catalan sous forme de république? Et l'Espagne actuellement est une monarchie constitutionnelle. Donc c'est sa position à lui qui était très directement remise en cause par ce référendum. Et donc voilà, il s'est senti visé et il a réagi. Alors il y a un peu plus d'1 an, vous avez publié aux éditions Le Bord de l'eau, Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi, vous interrogiez. Alors ils sont hors la loi aujourd'hui les Catalans, Manuel Cervera Marzal? Ils sont hors la loi, ça dépend du point de vue de quelle loi est-ce qu'on parle. Du point de vue de la loi espagnole, oui, ils se sont mis en violation de la légalité. C'est l'action de désobéissance civile la plus massive de l'histoire de l'Union européenne, puisqu'il y a plus de 2 millions de personnes qui ont été votées alors que le tribunal constitutionnel espagnol les en avait interdits. Ils n'ont pas seulement été votés, il y a eu d'ailleurs tout un tas de réseaux citoyens qui ont rendu possible la mise en œuvre de ce référendum. Mais si on se place d'un autre point de vue, du point de vue de la légalité catalane, puisque maintenant c'est bien ça la situation en Espagne, c'est qu'il y a 2 ordres juridiques, 2 hiérarchies des normes qui se font face, celle catalane et celle espagnole. Et du point de vue de la légalité catalane, de cette loi qui a été votée le 6 septembre, ces Catalans qui sont allés voter, ce n'est pas des hors-la-loi, c'est au contraire des citoyens exemplaires et vertueux. Alors hier, je recevais Charlotte Girard, elle est responsable du programme de la France Insoumise. Elle vous a posé une question. Elle vous demande si la façon dont le peuple se réapproprie les espaces, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, à travers des mouvements comme celui des zadistes ou Occupy, ce ne sont pas aussi en soi des formes d'habitation et de propositions de contre-société? Si, elle a tout à fait raison. C'est ça qui est intéressant dans ces occupations de places qui peuvent servir de dernière cause, c'est que ce n'est pas simplement des mouvements de contestation, on n'est pas simplement dans le refus ou la négativité, on est déjà dans du positif, dans la préfiguration de ce que pourrait être la société de demain, en inventant sur les places publiques, Occupy, Plaza del Sol, etc., des formes de vie démocratiques, écologistes, féministes, qui préfigurent la société qu'on veut mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cette idée que la fin est présente dans les moyens, donc il faut déjà maintenant expérimenter ce qu'on veut pour après-demain. J'ai une dernière question. Je me demande j'ai envie de vous demander en tout cas, j'ai envie de demander aux sociologues s'il existe aujourd'hui un lien entre l'émergence des mouvements que vous avez étudiés en Espagne, de Occupy en passant par le mouvement des places, et le tournant qui existe aujourd'hui en travers justement l'indépendance, la demande d'indépendance de la Catalogne. Pourquoi ça se passe en ce moment, maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans le paysage? Alors il existe un lien entre ce qui s'est passé en 2011, les indignés, et ce qui se passe aujourd'hui. Ce lien, il est simple, c'est que d'abord, la jeunesse étudiante est une force motrice en 2011 comme aujourd'hui en 2017. Et en plus d'être une force motrice, elle reprend des modes d'action, occupation de place, grève générale, manifestation qu'on avait aussi déjà vu en 2011. Mais par contre, on ne peut pas entièrement superposer ce qui s'est passé avec les indignés avec ce qui se passe aujourd'hui pour une raison simple, c'est qu'en 2011, les indignés, c'était un mouvement
contre les élites politiques et financières. On se rappelle de ce mot d'ordre, ils ne nous représentent pas, que se vayan todos, démocratie réelle maintenant. Et aujourd'hui, dans le mouvement indépendantiste catalan, on a, si vous voulez, la plupart des indignés de 2011, mais on a aussi des élites politiques et financières qui avaient été très fortement contestées par ceux qui s'étaient mobilisés en 2011. Donc là, vous avez vraiment, et là aussi, des forces de blocs sociaux hétérogènes qui, pourtant, se coalisent dans le mouvement indépendantiste et qui aujourd'hui, parce qu'on ne le voit pas, mais mène une bataille pour savoir qui va prendre le leadership du processus d'indépendance. Est-ce que c'est plutôt des forces populaires, étudiantes, ouvrières qui veulent s'auto-organiser ou la bourgeoisie catalane pour le dire vite? On peut imaginer que d'autres régions espagnoles, que les envies d'indépendance de régions, typiquement le Pays Basque espagnol, ressurgissent? On peut imaginer, oui, mais cet argument de l'effet boule de neige ou la boîte de Pandore, il faut voir que c'est l'argument qui est systématiquement mobilisé par les opposants au droit à l'autodétermination des Catalans pour dire mais si on vous autorise à vous à voter sur votre avenir, après tous les autres vont demander la même chose et là c'est la balkanisation de l'Espagne et puis de l'Europe. Merci beaucoup Manuel Cervera Marzal. Demain je recevrai Nicolas Bonnet-Oulalge, il est le président du groupe communiste à la mairie de Paris. Alors le torchon brûle à la mairie de Paris puisque les communistes menacent de quitter l'exécutif d'Anne Hidalgo qui comporte plusieurs membres du mouvement d'Emmanuel Macron. Il demande une clarification politique, on lui demandera où en sont les discussions. Est-ce que vous avez une question à lui poser ? Oui, alors une petite question puisqu'il est membre du Parti communiste, c'est que moi j'ai le sentiment que depuis quelques années, en fait même peut-être depuis quelques décennies, la chute du mur de Berlin, ce mot même de communisme, il est en train de se déliter, on l'a remplacé par d'autres termes un peu proches, mais comme les communs, le commun, la commune. Et ce que je voudrais demander à votre invité de demain, tout simplement, c'est est-ce qu'il pense que l'idée communiste est encore une idée qui peut être mobilisatrice, qui peut être porteuse d'avenir? Eh bien on lui transmettra, merci beaucoup. Merci.